Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à la nouvelle interface utilisateur de SIA Engineer. Je suis Mallory Jacquelin et je vais effectuer la présentation de ce webinaire aujourd'hui. Alors avant de commencer, quelques petites choses d'organisation. Le son de votre micro est coupé pendant la présentation, mais vous pouvez poser des questions dans la boîte de conversation du panneau de GoToWebinar. Nous les regarderons après la présentation et on vous répondra en particulier ensuite, donc surtout n'hésitez pas. Le webinaire il est enregistré et il sera publié sur la chaîne SIA de YouTube, donc si vous manquez quelque chose, vous pourrez le revisualiser sans problème. Concernant le contenu, on va essayer de passer en revue tous les aspects de cette nouvelle interface. Donc par une vue d'ensemble de l'environnement pour commencer, puis par la description de chaque élément de cette interface. Donc par exemple, on va essayer de répondre aux questions: quelles sont les particularités qui ont pu échapper à votre attention, notamment ce qui est caché, qu'est-ce qui est personnalisable et qu'est-ce qui ne l'est pas. On va aussi essayer de revoir le workflow pour travailler avec des sélections complexes, des sélections multiples. Voir comment utiliser le menu de marquage pour des modélisations rapides et puis l'utilisation des tableaux de saisie et de résultats. Alors je ne sais pas dans quel cas vous êtes, si vous avez déjà utilisé cette nouvelle interface ou bien si vous ne l'avez pas encore utilisée pour différentes raisons, pas eu le temps de l'installer ou de vous y mettre, vous êtes encore sur les vieilles versions du logiciel, ou alors parce que vous avez essayé et puis vous êtes revenu sur la version Legacy. Pour rappel, la version Legacy, c'est la version 64 bits, mais sur l'ancienne interface. Peu importe la raison, pour ceux et celles qui ne seraient pas encore passés sur cette nouvelle interface, nous espérons que ce webinaire vous en donne la motivation. Donc la nouvelle interface, elle se présente ainsi. Elle se compose de différentes parties que l'on va regarder bloc par bloc. En haut à gauche de l'écran, on a les menus principaux. Tout en haut au milieu, on a le SIA Spotlight et ses résultats de la recherche, parce que le SIA Spotlight, ce n'est pas seulement une barre de commande, c'est aussi une barre de recherche. En haut à droite, on a la barre de statut avec les différents paramètres très généraux, comme les accrochages aux objets, les unités ou encore les normes. À droite, on a le panneau de propriétés avec, comme son nom l'indique, toutes les propriétés caractéristiques d'un objet sélectionné. Il permet aussi de sélectionner plusieurs entités ayant une propriété identique. On le reverra tout à l'heure. En bas à droite, on a le Navicube et les barres de vue qui contrôlent tout ce qui est rendu graphique, affichage des étiquettes, des données additionnelles. On a aussi le panneau de saisie qui va être indispensable pour tout ce qui est modélisation, saisie de tout type d'éléments, de charges. En bas à gauche, on a ce qu'on appelle la barre des processus avec différents postes de travail qui regroupent chacun des différentes commandes les plus utilisées au quotidien. Et enfin, par un simple clic droit n'importe où sur l'écran, on a accès à d'autres fonctionnalités comme par exemple la fenêtre des paramètres complets d'affichage. Dans cette nouvelle interface, on a aussi accès à un certain nombre de tutoriels. En cliquant sur le menu Aide, on a un petit tuto de prise en main, puis un certain nombre de tutoriels sur des thèmes plus spécifiques. Et on a aussi un lien vers les tutoriels vidéo de la chaîne YouTube. Et ce n'est pas tout. On a d'autres composants qui ne s'affichent qu'à la demande, qu'on ne voit pas par défaut. Il s'agit notamment des tableaux de saisie et des tableaux de résultats qui permettent de gérer à travers des tableaux plutôt que graphiquement la saisie des données et les résultats. Et on a aussi la sortie de la note de calcul des résultats demandés. Donc on va revenir sur ces composants plus en détail un peu plus tard dans cette présentation. On peut commencer par quelques règles très générales sur tous ces composants de l'interface. Les composants ils peuvent être utilisés à l'intérieur de la fenêtre de SIA Engineer, mais ils peuvent aussi être positionnés à l'extérieur de la fenêtre. C'est le cas de tous les composants qui sont rectangulaires, donc par exemple les tableaux de saisie et de résultats comme on le voit sur cette image de cette slide, mais aussi la sortie de la note de calcul, le panneau de saisie ou encore le panneau de propriété. Le Navicube ou la barre des vues, par exemple, ne peuvent pas être déplacés à l'extérieur de l'interface puisqu'ils ne sont pas rectangulaires.
Ça permet d'organiser comme on le souhaite son interface utilisateur. Si vous avez 2 écrans par exemple, ça permet vraiment de focaliser son attention sur le modèle qui peut vraiment prendre tout un écran en entier. Si jamais vous n'utilisez qu'un seul écran, vous pouvez aussi réduire les composants dont vous n'avez plus besoin. Il suffit juste de cliquer avec le clic gauche sur le titre du composant et il va se minimiser pour n'afficher que l'entête. Vous pouvez alors le laisser dans la zone graphique ou le ranger sur un côté et vous pouvez recliquer avec le clic gauche une seule fois sur le titre pour l'agrandir et pour qu'il retrouve sa taille normale. Une particularité de cette interface et qu'on va continuer à développer et à améliorer, c'est la possibilité de visualiser des tutoriels pour vous aider à travailler sur le logiciel. Lorsque vous ouvrez pour la première fois le logiciel après l'avoir installé, automatiquement le tutoriel de prise en main va se lancer. Donc il vous permet de vous familiariser avec cette interface et ses composants pour savoir un peu comment s'y prendre au début, où trouver les différentes commandes, et ça très simplement, sans effectuer de recherche sur YouTube ou sur des quelconques PDF. C'est une manière plutôt interactive et novatrice que nous avons souhaité pour cette nouvelle interface, avec ces panneaux d'explication et de description, avec parfois des petites vidéos qui sont positionnées à l'endroit où il faut cliquer. Donc, même si vous êtes tout nouveau sur le logiciel, que vous ne l'avez jamais vu et que vous débutez son apprentissage, vous pouvez vous familiariser avec le logiciel en quelques minutes avant une éventuelle démonstration. Sur la version 21.0 de base, qui était sortie au printemps 2021, il y a environ un an, on avait 3 tutoriels, me semble-t-il. La prise en main basique, un sur les bases acier, un sur les bases béton. Mais rapidement, au fur et à mesure des patchs et des versions, donc cette panoplie de tutoriels, elle s'amplifie et d'autres encore devraient arriver par la suite. Donc, si on continue sur les menus principaux qui se trouvent donc en haut à gauche de l'écran, ces menus ils contiennent des commandes de fonction, de résultats, de vérification. Ces commandes sont présentées avec de toutes nouvelles icônes et avec des raccourcis qu'il est possible de mettre à jour en un seul clic. Lorsque vous passez la souris à droite du nom de la commande, il y a un petit trait de couleur turquoise qui apparaît sur la ligne inférieure et vous pouvez alors modifier s'il existe déjà un raccourci ou ajouter ou supprimer un raccourci spécifiquement pour cette commande. Donc soit avec un raccourci avec CTRL et SHIFT ou alors avec un raccourci avec une seule lettre. Et les commandes qui sont les plus utilisées, les plus populaires dans ces menus, elles peuvent simplement être glissées dans la barre des processus en bas à gauche de l'écran. Et ça, c'est une particularité de CEngineer qui est en général très appréciée. Autre chose qui est très appréciée, c'est le SIA Spotlight qui est tout en haut au centre de l'écran. Alors, il ressemble à une ligne de commande ordinaire, mais il a de gros avantages. Vous pouvez cliquer sur la barre espace du clavier pour le rendre actif et commencer à écrire dessus. Vous pouvez y saisir des coordonnées ou des longueurs plutôt que d'essayer de positionner les éléments graphiquement. Vous avez accès au remplissage automatique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de saisir la totalité de la commande. Vous pouvez commencer à écrire et puis le logiciel il va vous proposer un certain nombre de résultats. Résultats qui vont être affichés par ordre de priorité. Comme on l'avait aussi pour les menus principaux, les commandes elles sont affichées donc avec leurs icônes et leurs raccourcis que l'on peut paramétrer de la même manière. On a la fonction Montrez-moi à droite de la ligne qui permet de montrer où se trouve la commande dans les menus principaux. Alors ça ne fonctionne que pour les commandes qui se trouvent dans les menus, ça ne marche pas pour tout ce qui ne s'y trouve pas. C'est-à-dire par exemple ce qui est dans le panneau de saisie, ça ne marchera pas. On a une autre option à côté de la fonction Montrez-moi, c'est le renvoi vers l'aide en ligne, une aide qui est très fournie sur le logiciel. Et enfin, comme pour les menus, on a la possibilité de glisser la commande recherchée dans la barre des processus. De manière similaire aux menus principaux, on trouve la barre de statut en haut à droite de l'écran. C'est une barre qui permet le paramétrage et l'ajustement des options les plus utilisées. Par exemple, on trouve l'icône qui permet de switcher entre les différents cas de charge active. On trouve aussi l'option pour afficher la fenêtre des accrochages aux objets et aussi de définition du SCU, le système de coordonnées utilisateur.
On a parfois 3 petits traits qui apparaissent à côté d'une option, comme là, à côté de guide ou trame, et qui permet d'afficher davantage de paramètres sur cette option spécifiquement. Et alors, on trouve d'autres options dans cette barre de statut, comme les unités, une icône aussi pour bloquer les résultats pour qu'ils restent figés, une option pour bloquer la grille, c'est-à-dire pour qu'on ne puisse plus y toucher pour éviter des erreurs, une option de mise à jour automatique des résultats, ou pas, hein, on peut aussi rester en manuel et cliquer sur « Régénérer » à chaque changement. On a aussi une option pour l'échelle des données et des résultats graphiques. Et puis, tout à droite de cette barre, on trouve un rappel de la norme et de son annexe nationale si on utilise l'Eurocode. Et dans l'un des prochains patchs, on trouvera aussi une icône pour la gestion de la licence. En bas à gauche de l'écran, on a ce que l'on appelle la barre des processus, hein, qui est en fait composée d'une roue avec différents postes de travail. On peut d'ailleurs afficher jusqu'à 8 postes de travail hein, qui sont sélectionnables par l'utilisateur en cliquant sur les 3 petits traits en bas à gauche de la roue et qui dépendent du projet. Donc si vous faites un projet en métal, vous n'avez pas besoin du poste de travail béton par exemple. Au milieu de cette roue, on a l'icône pour lancer le calcul. Et cette barre, elle est aussi composée d'une ou jusqu'à 2 barres d'outils verticales et ou horizontales. On peut avoir des sous-barres hein, qui sont par défaut cachées en laissant la souris sur une icône. Ça, c'est pour gagner un peu plus de place. Et comme on l'a dit déjà auparavant, ces barres sont entièrement personnalisables. Donc on peut y glisser des icônes depuis les menus principaux ou depuis le SIA Spotlight. On peut ajouter des icônes, en supprimer, enlever des sous-barres, créer des sous-barres. C'est vraiment entièrement personnalisable par l'utilisateur. De manière très similaire aux propriétés précédentes, on a le panneau de propriété à droite. Donc, on a une liste très claire avec des objets sélectionnés et des résultats triés par type. On visualise toutes les propriétés, les illustrations, les boutons d'action tout en bas. Une particularité, c'est qu'on voit les données additionnelles aux objets. Donc, par exemple, si on sélectionne graphiquement une poutre, on voit les propriétés de la poutre, bien sûr, sa section, son type, son calque, mais on voit aussi une icône avec, par exemple, ses rotules, s'il y en a, ou une icône avec ses charges qui sont associées à cette poutre. Et lorsqu'on clique sur cette icône de rotule ou de charge, eh bien, on a le panneau de propriétés qui affiche alors les propriétés de la rotule ou de la charge. Donc tout ce qui concerne cette poutre est affiché dans le panneau de propriétés et on n'a pas besoin d'aller sélectionner autre chose graphiquement. Une autre remarque, attention à la petite flèche affichée en haut à droite du panneau de propriété. Si elle est bleue, toutes les propriétés ne sont pas affichées, uniquement les principales. Donc pour avoir toutes les propriétés, la flèche doit être vers le haut et de couleur marron. Une des caractéristiques les plus importantes de ce panneau et qui n'est pas facile à trouver hein, si on ne le sait pas, c'est la sélection par propriété. Donc la gestion des sélections, elle peut se faire très simplement par un clic droit sur la souris. On peut alors ajouter des éléments qui ont les mêmes propriétés à la sélection. On peut isoler des éléments sur la base d'une propriété qu'ils partagent ou sur la base du type d'entité. Et on peut retirer ou soustraire des éléments de la sélection. Le panneau de saisie, il offre tous les outils pour créer le modèle. Donc tout ce qui peut être saisi se trouve dans ce panneau. Alors il existe plusieurs filtres hein, pour le panneau. Les icônes peuvent être triées notamment par poste de travail. On commence par la structure pour modéliser les éléments 1D ou 2D. Puis on switch sur le poste de travail de charge et éventuellement sur dynamique si on a un projet sismique, etc. Il existe 2 autres filtres par catégorie ou par étiquette, ce qui permet d'avoir les icônes qui correspondent à un poste de travail ou à plusieurs en même temps. On peut filtrer par étiquette, hein, qui est un nouveau concept basé sur le contexte du projet. Ces filtres fonctionnent avec tous les outils ou bien avec les plus courants. Et on a 2 modes d'affichage du panneau de saisie. Donc celui qui est présenté ici sur cette slide à droite, c'est un mode où on peut afficher donc les noms
et les raccourcis de chaque icône. Donc la fenêtre, elle va ressembler très fortement à l'affichage des menus principaux, hein. Et puis on a un mode où on peut visualiser les icônes uniquement pour une vue plus compacte de la fenêtre. C'est le mode par défaut et peut-être à utiliser une fois qu'on est un peu plus familiarisé avec le logiciel. Et pour finir, on a la barre de vue, donc avec le Navicube et puis les deux barres d'outils. Alors comme on le disait tout à l'heure, il s'agit des paramètres généraux des vues du modèle. On peut basculer entre les différents rendus, donc filaire, volume avec face cachée, en mode fantôme, c'est-à-dire en transparence, etc. On peut afficher les données additionnelles comme les appuis, les charges, les étiquettes de nœuds, de barres. On peut afficher des paramètres supplémentaires en passant la souris, comme le choix du cas de charge visible par exemple. C'est d'ailleurs l'image là qui est affichée sur cette slide. On a accès aux paramètres principaux pour tous les types d'entités, comme par exemple l'affichage des axes locaux. Et alors si on veut plus de précision ou davantage de paramètres, il faudra alors faire un clic droit n'importe où sur l'écran et puis choisir dans le menu contextuel paramètres d'affichage de toutes les entités. Alors on va voir quelques-uns de ces aspects directement dans le logiciel. Donc je vais ouvrir SIA Engineer. Donc là, j'ai un fichier d'une structure métallique qui est relativement simple pour plus de clarté dans la présentation. J'ai d'ailleurs le panneau de saisie là à gauche qui est minimisé. En faisant un clic simple, clic gauche de la souris sur l'entête, je peux minimiser et quand je m'approche d'un bord de l'interface, j'ai un petit trait rose un peu plus foncé qui apparaît et ça me permet de le mettre sur le côté. Donc comme on disait tout à l'heure, là j'ai 3 petits traits à côté du panneau de saisie. Ça me permet de passer du mode icône comme c'est là actuellement au mode avec les noms des icônes et leurs raccourcis qui sont affichés et éventuellement aussi afficher les en-têtes de chaque chapitre, de chaque catégorie. Donc ce panneau de saisie, je peux le laisser flottant et puis quand je viens vers la gauche, je peux aussi le mettre, dès que j'ai le trait bleu, je peux le mettre sur tout le côté gauche, là en l'occurrence, de mon interface. Et je peux aussi, d'ailleurs, comme c'est une fenêtre rectangulaire, le sortir de l'interface de SIA Engineer. Donc là, je vais revenir au mode par défaut, c'est-à-dire au mode icône. Et alors si par exemple, je voulais modéliser une poutre sur ce projet, je peux bien sûr utiliser le panneau de saisie. Donc là, je suis avec l'étiquette modélisation de base pour avoir les icônes de modélisation de base. Et puis, je peux cliquer donc sur les poteaux, les poutres ou les barres. Mais je peux aussi aller dans le SIA Spotlight. Donc, je peux cliquer sur espace au clavier pour activer le SIA Spotlight. Et puis, je peux commencer à taper P et O pour le début de mon mot pour rechercher la poutre. Donc là, j'ai plusieurs résultats qui apparaissent, dont la poutre. Si j'utilise cette fonctionnalité relativement souvent, je peux donc mettre ma souris au bout de la ligne de commande. Là, j'ai un petit trait turquoise qui apparaît. Et puis, je peux mettre un P comme poutre. Voilà, le raccourci clavier a été modifié avec succès. Donc, on voit qu'il est très facile de saisir un raccourci ou même de le supprimer. Je peux recliquer dessus et faire entrer pour valider la suppression. Les touches CTRL et SHIFT fonctionnent également, comme on peut le voir sur d'autres raccourcis là, qui sont déjà utilisés. Dans le menu Outils, je retrouve le tableau de saisie et le tableau de résultats, et puis aussi l'aperçu de la note de calcul où j'avais déjà saisi des raccourcis S par exemple, R et N, mais je peux très bien les supprimer pour revenir à la configuration par défaut. Alors si vous n'êtes pas très raccourci clavier et que vous préférez avoir un visuel sur les icônes, vous pouvez très bien utiliser la personnalisation des barres du processus en bas à gauche de l'écran. Donc par exemple, si je vais chercher mon icône poutre depuis le SIA Spotlight, je peux la faire glisser puis la déposer dans n'importe quelle barre d'outils, par exemple tout en haut ici ou alors au milieu. Ou alors je peux la mettre dans une sous-barre qui existe déjà ou créer une nouvelle sous-barre du coup.
Et puis quand je la veux plus, je peux aller la mettre dans la corbeille qui s'affiche à chaque extrémité de barre d'outils. Je peux aller dans les 3 petits points qui sont en bas à gauche de la roue pour afficher différents postes de travail. Par exemple, mon poste de travail, donc, qui est un cœur, permet d'avoir une barre d'outils qui est totalement personnalisable et propre à l'utilisateur. Donc là, par exemple, je peux aller dans le menu outils et puis contrôler la structure et venir la mettre dans mon poste de travail. Ou alors la supprimer. Voilà, autre chose que l'on a évoqué et qui est relativement important, c'est la multisélection. Donc, par exemple, ici, j'ai plusieurs contreventements. Donc, j'en ai en toiture, là, qui sont de section CS3. J'en ai en façade de section CS13 et j'en ai d'autres en façade de section CS11. Alors pour toutes les sélectionner, bien sûr, je peux les faire une par une ou faire une fenêtre pour englober ce que je veux sélectionner. Mais c'est assez long et pas très productif. Il y a une manière qui est plus rapide et plus automatique. C'est de sélectionner un contreventement, puis de faire un clic droit sur la propriété de section, par exemple, mais ça marche avec toutes les propriétés du panneau. Donc un clic droit sur la section et agrandir la sélection. Et alors là, j'ai tous les contreventements de toiture qui se sont sélectionnés. Et si je veux ajouter à cette sélection les contreventements de façade, je peux mettre ma souris donc sur la section, cliquer sur la petite flèche à droite et venir faire un clic droit sur la section que je veux ajouter. Voilà, donc je viens d'ajouter les sections CS11 et CS13 des contreventements de façade. Donc là, de cette façon, comme on peut le voir, on peut effectuer des multi-sélections très rapidement. Ces poutres étant sélectionnées, en haut, j'ai plusieurs onglets. On peut visualiser les onglets qui concernent ces poutres, par exemple les rotules. Alors ici, les rotules, elles sont masquées. Je peux les afficher par la barre de vue. Voilà. Et alors, j'ai les propriétés de toutes ces rotules qui appartiennent à toutes ces barres. Si par exemple, je veux les changer, je veux mettre rigide la rotation autour du Z local, je peux cliquer ici sur rigide et ça va être appliqué pour l'ensemble des rotules des barres sélectionnées. On peut voir ça d'une autre manière. Si je sélectionne toute ma structure, tout en haut du panneau de propriété, donc on peut voir tout ce qui est sélectionné. Donc je vois que j'ai les appuis, j'ai des panneaux, j'ai les non-linéarités de barres. Alors si par exemple, je ne veux garder que les non-linéarités de barres en sélection, je peux faire un clic droit et isoler la sélection. Donc là, je vois que j'ai que les non-linéarités des barres qui sont sélectionnées. Je peux les supprimer du coup. Et si je resélectionne l'ensemble de ma structure, je vois qu'en haut, je n'ai plus l'onglet de non-linéarité de barres. De la même manière, d'ailleurs, je peux soustraire une sélection. Par exemple, si je veux retirer les appuis de la sélection, je peux faire un clic droit et soustraire de la sélection. Donc les appuis ne sont plus sélectionnés. Ça revient au même si je prenais par exemple les rotules et que je les mettais dans la corbeille. Elles ne sont pas supprimées du modèle, elles sont juste supprimées de la sélection. Si je lance le calcul, donc en cliquant sur l'icône qui est au milieu de la roue des processus, là en bas à gauche de l'écran, donc je lance le calcul qui ne devrait pas être trop long sur cette structure. Voilà, donc je vais masquer les appuis, les chargements, les données additionnelles et puis je peux aller du coup dans les résultats éléments finis, afficher par exemple les déformations 3D. Je vais me mettre en filaire, je vais laisser sur toute la structure sous le cas de charge de poids propre. Voilà, donc là j'ai les déformations qui se sont affichées sur toute la structure.
Et alors si je veux masquer, enfin retirer, enlever, de l'écran ces résultats, parce que je veux faire une modification, je veux faire autre chose, eh bien je peux cliquer sur l'icône de résultat en haut du panneau de propriété et la faire glisser dans la corbeille. Et les résultats ont ainsi disparu. Voilà ce que je voulais vous montrer sur CI Engineer. Je vais donc revenir au PowerPoint. Pour parler d'un autre sujet qui est le menu de marquage. Alors le menu de marquage, c'est un menu qui est masqué, qui est caché. On peut le faire apparaître qu'en cliquant sur la touche Alt et le clic droit de la souris. Alors ce menu, il permet de modéliser rapidement une structure sans passer par le panneau de saisie et sans voir forcément la fenêtre de saisie. On la voit qu'après dans le panneau de propriété. Donc juste avec la souris, lorsque vous passez sur l'une des 4 icônes principales, il y a d'autres icônes qui apparaissent en demi-cercle et il suffit de passer la souris dessus et de la lâcher sur la fonction souhaitée pour que cette fonction, elle se lance. Alors pareil, je vais vous montrer directement sur le logiciel. Donc je vais passer sur un autre fichier qui est vide. Voilà par exemple. Et alors, on retrouve cette particularité dans le menu Vue et paramètres généraux d'interface utilisateur. Donc on retrouve ici le raccourci Alt plus le clic droit. Et au-dessus, il y a contourner la boîte de dialogue de saisie. Par défaut, on est sur désactiver. Mais vous pouvez mettre toujours. Ça veut dire que quand je vais cliquer sur un élément, je n'aurai pas la fenêtre de saisie qui va apparaître. Je vais poser l'élément et puis ensuite j'aurai ses propriétés dans le panneau de propriété. Donc par exemple, je fais Alt, clic droit et j'ai le menu de marquage qui apparaît avec les 4 icônes modèle, charge, modifier et visibilité. Donc si par exemple je vais sur le modèle, ici j'ai la barre, donc je clique dessus. Donc j'ai pas de fenêtre qui s'affiche et je peux sélectionner à partir des accrochages aux objets qui sont normalement bien sélectionnés déjà. Voilà, j'ai la grille sur tout. Et bien modéliser ma structure comme ça très rapidement. Si je fais Alt et clic droit, je peux aussi mettre des appuis au nœud. Donc par exemple ici et puis là. Donc là, on ne les voit pas bien, ils sont tout petits. J'ai l'échelle en haut à droite, là, que je peux grossir un peu pour voir un peu plus mes données additionnelles. Voilà, je peux tout sélectionner, puis refaire un Alt et clic droit. Et en haut, j'ai par exemple la copie multiple. Donc je vais copier 3 fois ce portique selon un vecteur que je vais définir graphiquement. Et puis ensuite, je peux modéliser par exemple mes pannes. Je peux aussi créer des rotules sur ces pannes. Si j'enlève la face cachée, on devrait les visualiser plus facilement. Voilà. Donc je peux comme ça construire mon modèle. Je peux aussi faire des panneaux ou des éléments 2D d'ailleurs. Et même ajouter une charge. Voilà, donc comme on n'a pas la fenêtre qui s'affiche par défaut, il faut ensuite aller potentiellement changer les valeurs dans le panneau de propriété par la suite. Donc voilà, le menu de marquage, donc Alt et clic droit qui permet très rapidement d'avoir les fonctionnalités à l'écran mais qui ne restent pas à l'écran. Je reviens au PowerPoint pour un dernier sujet. Il s'agit des tableaux de saisie et de résultats. Alors ces tableaux, ils sont masqués par défaut parce qu'ils sont considérés non essentiels aux principaux workflows du logiciel, mais on peut les afficher si besoin par le menu Outils. Alors ces tableaux, ils permettent une modélisation flexible et puis d'éditer les données. On peut copier-coller les données vers et depuis Excel, ce qui permet d'ailleurs d'être utilisable pour les modélisations paramétriques. On va faire un exemple tout de suite. Et on a la possibilité de voir les sorties détaillées directement depuis les tableaux de résultats.
Alors, on va passer sur le logiciel. Donc, je reviens sur SIA, puis je vais ouvrir un nouveau fichier. Enfin, je vais créer un nouveau projet avec un matériau acier, peu importe le matériau. Et alors, pour illustrer notamment les liens vers Excel, comment modéliser à travers un tableau de saisie, la possible modélisation paramétrique, eh ben, on a préparé un petit fichier Excel que je vais ouvrir. Voilà. Donc, on a 4 groupes de colonnes. Une en jaune qui est la liste des nœuds. Alors, on a le nom des nœuds et puis les coordonnées X, Y et Z. En orange, ce sont les barres. Donc, le nom du nœud de début et le nom du nœud de fin de la barre. Donc, évidemment, il faut que les nœuds soient correctement correspondent avec le même nom, sinon ça ne fonctionnera pas. On a la colonne en vert pour les éléments 2D et puis 2 colonnes en bleu pour la description d'ouverture dans un élément 2D. Alors, dans SIA, je peux ouvrir du coup par le menu Outils le tableau de saisie. Alors là, j'ai les 4 onglets qui m'intéressent, hein, les nœuds, les éléments 1D, les éléments 2D et puis les ouvertures, mais je peux en enlever en mettant dans la corbeille certains et je peux en afficher d'autres en faisant un clic droit sur la zone grise en bas. Donc là, je vais commencer avec les nœuds, donc j'ai leur nom, les coordonnées X, Y, Z, donc je vais faire un copier-coller des 4 colonnes jaunes. Dans mon tableau de saisie, donc on voit que j'ai des nœuds qui sont apparus sur mon graphique. Donc pour l'instant, ce n'est pas très représentatif. On va continuer en mettant les barres, donc les noms des nœuds de début et de fin de barre. Donc je vais retourner dans le fichier Excel et puis je vais prendre mes 2 colonnes orange que je vais copier ici. Voilà, donc là j'ai les barres qui sont apparues avec leurs propriétés. Si je continue, je vais aller dans les éléments 2D. Donc là j'ai une seule colonne à copier. Voilà, donc on commence à voir apparaître vraiment la structure. Donc on voit que c'est une tour. Si je me mets en face cachée, on voit que c'est une tour torsadée hein, avec une cage d'ascenseur ou d'escalier au milieu. Qui est fermé, on va créer les ouvertures pour terminer. Donc de la même manière, je vais sélectionner mes 2 colonnes bleues, copier et coller. Alors il me met souvent ce message. Mais voilà, ça a fonctionné. Donc en haut, j'ai pas d'ouverture, hein, c'est volontaire puisque c'est la toiture, c'est le haut de l'immeuble. Mais normalement, si je regarde par le bas, voilà, tous mes étages sont ouverts jusqu'à la toiture. Donc voilà comment on peut créer une structure à travers un fichier Excel. Alors bien sûr, ça suppose de connaître au préalable la position des nœuds, d'avoir fait un travail en amont pour avoir les données correctes. L'intérêt, c'est aussi que si on modifie, dans cet exemple précis, l'angle de rotation des étages entre eux, par exemple là il est de 3 degrés, si je mets 2 degrés, donc j'ai mes coordonnées de nœuds qui se sont mis à jour, donc je peux tout resélectionner et copier dans mon tableau de saisie pour que la tour se mette à jour automatiquement, étant donné que les autres éléments sont liés à ces nœuds-là. Donc pour des projets paramétriques, ça peut s'avérer très pratique. Pour illustrer le tableau de résultats, on peut maintenant ouvrir un bâtiment béton. Donc c'est une structure en béton qui a donc un rez-de-chaussée et 3 étages, 3 niveaux au-dessus. Alors le fichier il a déjà été calculé, donc j'ai les résultats, notamment de béton. Je peux aller afficher par exemple
La réponse en capacité sous la classe ELU de tous les éléments filaires. Donc là, on va avoir les résultats graphiques. Voilà, donc on a pas mal de verts. Les éléments travaillent à moins de 100% ou 100%. Et ces résultats-là, je peux les afficher sous forme de tableau de résultats. Alors, je ne suis pas obligée d'afficher toutes les colonnes, hein. Je peux masquer celles qui ne m'intéressent pas et garder que ce qui m'intéresse, hein. Là, par exemple, j'ai l'unité de contrôle, donc pour chaque élément. Si je clique en haut sur unité de contrôle, j'ai une petite flèche qui va vers le haut. Donc, je pars tout en bas des taux de travail les plus gros et puis je vais en haut sur les taux de travail les plus petits et vice-versa. Je peux trier donc mes éléments comme ça, ici du taux de travail le plus important en descendant de manière décroissante du coup jusqu'au taux de travail le plus petit. Je peux faire la même chose d'ailleurs avec les efforts normaux et les moments. Là par exemple, si je prends le moins 147 kN/m, je peux afficher du coup sa note détaillée. Voilà, donc c'est l'élément B27 hein, qui a un moment de calcul suivant l'axe Z de moins 147,17. Donc je peux mettre mon tableau de résultats sur un autre écran. Et là, je retrouve donc mon poteau B27, donc avec les moments de base. Et puis les efforts calculés, donc on retrouve le moins 147 kN/m et puis toute la note de calcul détaillée. Voilà, donc directement depuis les tableaux de résultats, on peut sortir les notes de calcul, hein, brèves, synthétiques ou détaillées. Et puis on peut aussi exporter les résultats vers Excel. Voilà ce qu'on pouvait dire donc à ce sujet sur la nouvelle interface de SIA Engineer. C'est la fin de ce webinaire. Alors j'espère que pour les personnes qui n'avaient pas pris le temps de se mettre sur cette interface ou les personnes qui avaient été un peu rebutées par le changement et la nouveauté de cette interface, auront l'envie d'y jeter un œil et peut-être tout doucement d'y basculer. Voilà, donc on va répondre aux questions tout de suite. Et puis en attendant, je vous remercie tous pour votre attention et votre participation. Et puis je vous souhaite une belle fin de journée.